C'était un mai, vers le mois de mai. C'est arrivé de France Culture, le service fiction. Et puis, c'est-à-dire, cet été, on va rediffuser tes feuilletons rock. Ouais, mais les feuilletons rock, ils ont été déjà rediffusés plein de fois. Alors, ils avaient fait le calcul. 15 épisodes Dylan, 15 épisodes Led Zeppelin, 20 épisodes Rolling Stones, et donc il disait mais nous, le dernier Rolling Stones, on va en diffuser que la moitié, 10 sur les 20. Est-ce que tu voudrais choisir lesquels? J'ai dit non, ça ne me regarde pas. Déjà ils ont tous été rediffusés des tas et des tas de fois, tant mieux, ça leur appartient. Mais est-ce que c'est à moi de dire couper? Non, puisque de toute façon, en plus, il y a tellement longtemps qu'ils sont déjà en tant que podcast sur leur propre chaîne, que moi, je les ai repris aussi depuis très longtemps sur mon propre site. Bon, c'est pas des découvertes. Et là, ça fait maintenant quasiment un mois que tous les soirs, 19h40 à 20h, il s'est présenté comme étant fait de la veille. Enfin, bon, après, si tu regardes, il doit y avoir la date de diffusion. Est-ce que je les ai réécoutés? Non, je les ai encore trop dans l'oreille, ces trucs. Une fois que tu as fait quelque chose comme ça, c'est une espèce d'intensité. Cette intensité, tu l'as toujours. Et puis, est-ce qu'en 20 ans, toi, d'abord, ça parle de gens qui sont vivants. Bob Dylan, Led Zeppelin, Rolling Stones, donc on continue toujours d'avoir des sources de l'actualisation. Par exemple, ça, moi j'aurais aimé dire ah tiens, on va rediffuser. Est-ce que tu pourrais pas faire juste par exemple un épisode en introduction? 20 minutes chrono, on fait ça en studio proprement, et puis dire qu'est-ce que j'ai appris depuis 20 ans sur Bob Dylan? Qu'est-ce que j'ai rectifié, par exemple, des sources disponibles sur Led Zeppelin? Par exemple, John Bonham, le feuilleton commençait par la mort de John Bonham. Le livre, au début, devait s'appeler Tambour du rock. Et toute l'histoire de Led Zeppelin, moi, ça m'était venu. Je venais de publier Rolling Stones. J'étais au Japon, là, à Kyoto, dans un très vieux cimetière. Il y avait cette espèce de gong de bois, une lame épaisse, feuilletée. Et les gens qui venaient là se recueillir prenaient un maillet, donnaient un coup sur cette planche. Et cette planche, elle avait au moins 300 ans. Et pour moi, c'était l'essence, là aussi, de la percussion. Dire, tiens, la différence de mon livre sur les Zeppelin par rapport à mon livre sur les Stones, ça sera que j'attaquerai par qu'est-ce que change la batterie, celle de Charlie Watts, celle de John Bonham. Et l'aventure est partie comme ça. Donc John Bonham, j'ai pas de nouvelles sources, tout est accessible, et à l'époque c'était les débuts du web. Tu trouvais par exemple de ces sites en HTML tout plein de bidouilles, mais tu voyais par exemple des jeunes qui interrogeaient leurs grands-parents sur comment c'était eux, et tu trouvais là sur Birmingham qu'il y avait 30 bâtards qui avaient connu John Bonham, qui lui prêtait du matériel, etc. Ça a pas changé. Mais par exemple Jimmy Page, maintenant il joue très peu de guitare, je sais pas pourquoi, peut-être des problèmes d'arthrose, j'en sais rien, il s'en explique pas. Mais tous les jours sur Instagram, en fait tu t'aperçois que ce gars, toute sa vie, a photographié, a filmé. Et il met une espèce de calendrier à rebours. Eh bien, tel jour, là, le 7 août 1967, c'était à tel endroit, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et donc, pour Jimmy Page, il y a eu une espèce de relais par lui-même, directement des sources qu'on pouvait à l'époque collecter, grappiller, multiplier. Robert Plant, lui, qui continue de chanter par contre, avec Alison Krauss par exemple, et c'est un petit peu comme Bob Dylan, c'est-à-dire la voix d'un chanteur, comment ça évolue avec l'âge. Et c'est plus dans la prouesse, par contre dans la diction. Mais lui, Plante, on savait presque rien de l'adolescence. Il a fait un livre, une autobiographie, toujours à quatre mains, mais quand même maintenant, ça tombe pas du ciel. La formation d'un musicien, même si c'est chanté. Et donc ces étapes, on les connaît. Donc ça aurait pu reprendre ces choses-là. Alors comment ça s'était passé ?
Pour moi, l'histoire des Rolling Stones, je venais de publier mon premier livre, en 82. En 83, à Marseille, j'avais ce besoin de réécouter des choses de l'adolescence. J'ai une vague platine tourne-disque, quelque chose de très banal, mais je me souviens l'avoir quand même. Sinon, j'avais aussi magnéto-cassette, mais j'étais complètement coupé de toutes ces sources. Quand c'est revenu, alors je marchais dans Marseille, il y avait une espèce d'éventaire de bouquinistes là sur une petite rue, peut-être vers la plaine de Cours-Julia. Je me souviens d'une rue qui montait un peu. Et je vois un truc là, qui était en mauvais état, mais je l'ai toujours à la maison. Ça se vendait là 45 francs, je crois, quelque chose comme ça à l'époque. C'était pas, en tout cas tout à fait accessible et pas cher. C'est une sorte de livre illustré sur les Rolling Stones, mais ce qui m'avait frappé, c'est qu'en couverture, c'était Jagger et Richards, les deux visages comme ça sur un micro, de ces images qui sont toujours profondément symboliques si tu les analyses. Et je me suis souvenu que cette image, autrefois, vous savez, il y avait Best Rock and Folk, il y avait des posters à chaque fois, et je l'avais découpé, cette même image, elle était dans mon petit casier d'interne au lycée Camille Guérin à Poitiers, et c'est à cause de ça. Et je rentre, je lis, puis je découvre que, par exemple, Brian Jones, tous les 2 ans, il changeait sa date de naissance. Je découvre que, de taille, par exemple, c'est dans ces espèces de fiches anthropométriques que ces journaux populaires dont ils nous abreuvaient, on les avait grandis de 4 ou 5 centimètres. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient petits dans le livre, j'ai dit que moi, j'avais dû réviser l'empreinte corporelle de ces types-là qui avaient exactement, ils l'ont toujours, 10 ans de plus que nous. Et je me souviens que là, mon deuxième livre, il y avait une espèce de marche en arrière régressive, et c'est là où tout d'un coup, qu'est-ce que je découvrais dans ce livre? Je découvrais des images de magnétophone, des images de moyens de transport, pas le Solex. Les Rolling Stones ne sont pas en Solex, mais tu trouvais même les lampes de chevet, toutes ces petites choses là où sur une photo de Brian Jones se coiffant devant une glace. Même la manière de la glace, du peigne, etc., ça m'ouvrait à une imagerie de ma propre histoire, là où moi, je n'avais évidemment plus aucun objet, mais que ces choses-là, et c'est pas un hasard d'ailleurs plus tard, par exemple, l'histoire de la vie quotidienne, Michel de Certeau, les mythologies de Roland Barthes, ça c'était un petit peu antérieur, mais mythologie de... La vie quotidienne de Michel de Certeau, c'est 1973. Donc cette construction, cette attention, pourquoi Pérec a eu tant d'importance à ce qui fait, ce que Bourdieu nommait notre habitus, c'est venu aussi là où on n'en disposait pas théoriquement de cette attention au moment. De toute façon, l'adolescence a autre chose à s'occuper. Donc j'ai trouvé cette espèce de mine et mon deuxième livre, chez Minuit, c'est appelé Limite. Moi, je le diffuse maintenant sur mon site. J'ai récupéré les droits, j'en ai refait une mouture avec tout le making-of, et ça s'appelle, vous savez peut-être, le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Et ce truc-là, ce chantier, il m'est extrêmement à cœur. Comment, justement, des boulots d'il y a bientôt 40 ans, tu peux arriver à les maintenir là dans ta part vivante. Ce travail que tu recomposes constamment. Je ne recompose pas le livre, mais maintenant, c'est devenu un titre de mon présent. Et dans ce livre-là, il y avait déjà justement cette réécoute des Rolling Stones. Et je m'en servais parce que ce discours sur les excès, la dope, ces choses-là, que moi je n'ai pas fréquentées, mais qui nous environnaient, des phrases, des citations de chansons, des Stones. Par exemple, j'invente un groupe, et ce groupe chante une chanson qui s'appelle « Exil, place publique ». Cette translation-là, depuis « Exile on Main Street », il y a eu cette espèce d'accompagnement qui était, pour avoir droit à ma propre histoire, passer par... Et ça a été pareil pour Dylan, disons pour la période
d'avant l'émergence du pop, puisque Dylan, ça commence 54, 56, lui, sa formation. Et pareil, les Led Zeppelin pour les années 70, tu as des chantiers immensément documentés, des milliers d'images. Je crois que sur mon ordi, j'ai une dizaine de milliers d'images des Rolling Stones, que quand je faisais des lectures, là, je les mettais en fond d'écran aléatoire, paf, ça passe, on était environné, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. Bon, mais là, je mélange un peu les temps. Donc, dès 85, il y a eu ce truc d'utiliser ces sources iconographiques comme jonction ou passerelle vers ma propre histoire, qui était évidemment dépourvu de toute image, de tout objet, à part justement quelques albums. Mon Beggar's Banquet, par exemple, de Rolling Stones, ou le double blanc des Beatles. Et à un moment donné, donc moi j'ai avancé, j'ai publié L'Enterrement, Minuit qui me dit « Ah non, ça c'est pas un roman !» Ben, excuse-moi, mais ça en était un quand même. Donc là, c'est Michon qui me dit « Viens chez Verdier, l'aventure Verdier qui continue. » Et à un moment donné, là, donc c'était vers 95, je dis à Bobillet de Verdier, tu sais, là, pour moi, il est temps, j'ai envie de bosser sur les Rolling Stones. Et lui, le Bob, qui était un sacré caractère de cochon, c'était sa qualité, dit « Ouais, c'est un truc de fils de petit bourge. Oh, prends ça dans la tête. » Et ben là, c'est encore Pierre Michon qui lui, avait commencé à négocier. Bon, il y a toujours les besoins de sous, de toute façon, ça ne se discute pas. Gallimard ne voulait plus de lui. Il avait eu, justement, l'aventure là avec Joseph Roulin chez Verdier. Il dit « Attends, tu vas aller voir Bétourné chez Fayard. » Il s'en occupe, Bétourné m'appelle, on commence. Et moi, je lui dis « Mais... j'ai ce truc sur les Rolling Stones, je pensais déjà à un portrait centré sur Keith Richards, mais je dis, mais Keith Richards, et puis c'est ce qui s'appelle maintenant ce livre « Conversation avec Keith Richards », là, pareil, sur mon propre site, mais je dis à Bétourné, le problème c'est que même quand on dit un nom comme Chuck Berry, comme John Lennon, moi ce que je voudrais c'est un livre autoporteur, un livre indépendant, c'est-à-dire que même si j'initie, je ne dis pas John Lennon, je dis, voilà quelqu'un qui est comme ci, comme ça, et qui s'appelle John Lennon, mais il me faut quand même 10 lignes pour que le livre n'ait pas besoin de renvoyer à d'autres sources. Et je dis, c'est ça mon problème, le livre il va faire 1000 pages. Et là, Bétourné qui me répond, alors on va faire un livre de 1000 pages. Et là, ça a été une sorte de bascule, cette confiance, et pendant toute cette période, justement, le livre de Bob Dylan, le livre de Led Zeppelin, ça s'est fait avec Olivier Bétourné, avec un principe, d'abord chez Fayard, puis ensuite chez Albin Michel, où c'était de dire, pendant 1 an, on te salarie. Alors attention, c'est pas du salaire, c'est de l'avance sur droit d'auteur. Mais pendant 1 an, tu as 1800 € mensuels, et puis après, 1 année sans. Mais comme tu publies le livre, c'est-à-dire que si tu publies le Bob Dylan, les 16 000 balles de droit d'auteur, ils sont en remboursement, et puis ensuite, ça recommence dans ce que tu vas gagner pour toi. Mais disons que ça, j'ai jamais retrouvé cette période-là. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller faire des bourses de CNL, des machins comme ça. Je pense que cet esprit aussi d'indépendance de l'auteur, du travail de l'auteur, pour moi, c'est venu aussi grâce à Bétourné dans ces années-là. C'est-à-dire se dire, là, c'était justement en 96, donc c'était vers tous les mots adultes, c'était 2000. À ce moment-là, j'étais déjà en plein là sur ces Rolling Stones. C'était 4 ans de boulot, mais sur ces 4 ans de boulot, allez-y, débrouillez-vous. Moi, je finance. Et ça a été super. Et c'était là, donc ça nous amène en 2000. Laure Adler, qui à l'époque était la patronne de France Culture, avec Bernard Comment qui l'assistait. C'était un binôme un petit peu de choc avec Bernard qui s'occupait beaucoup de tous les aspects pratiques. Et qui faisait la transition, prenait en main, aidait, et tout ça. Et pareil, une période où j'ai pris confiance dans Bernard, qui est quelqu'un aussi très silencieux. Et alors,
on avait fait tous ces boulots, les nuits magnétiques sur France Culture. Pourquoi je suis à l'aise avec ces outils de vidéo? Parce que j'ai eu cette confiance et cet apprentissage là, dans même tout la fin des années 80, à mon retour de la Villa Médicis, grâce à Alain Weinstein et Laura Adler. Et Laure qui me dit, mais pourquoi tu fais plus rien pour France Culture? Je lui dis, ça fait 2 ans que je suis dans un bouquin sur les Rolling Stones. Elle va pas mettre Rolling Stones. Et là, elle réagit. Pourquoi tu ne nous parles pas des Rolling Stones sur France Culture? Oh, ça m'a fait un drôle de truc. Et Laure, qu'est-ce qu'elle en a accusé? C'est-à-dire, oui, à l'époque, c'était ça. C'est parler du rock sur France Culture. Et puis ensuite, par exemple, c'est moi qui racontais l'histoire. Mais comment ça se fait qu'il ne prend pas des acteurs pour dire son texte à l'antenne? Et là encore, des courriers, des machins. J'ai l'impression qu'au bout de 40 ans d'auteur, que finalement, tu as toujours été dans ces espèces de questions parasites. Alors que, non, tu vois, tu traces. Alors, donc, elle dit, on y va pour un feuilleton. Je dis, oui, mais c'est long, les Rolling Stones. Un mois, 20 fois 20 minutes, du lundi au vendredi, 5 épisodes pendant 4 semaines. Et là, on commence à discuter avec un réalisateur qu'elle me suggère, Jacques Taroni, grand bonhomme de la radio. J'avais déjà fait des trucs avec lui, en étant donc tout de suite une confiance, quelqu'un de grande précision, une grande douceur aussi. Par contre, Jacques avait ce truc de dire, tu m'écris le texte, on enregistre le texte, et ensuite on fait le montage des épisodes. Alors, phase d'écriture, mais c'était ça aussi, France Culture, c'est-à-dire on te prend une commande, et puis faut quand même faire 20 fois 20 pages. Donc c'est quand même, peut-être pas, c'est pas 20 pages, ça doit être 10-11 feuillets avec, toute la sauce, les didascalies, les pistes qu'on met pour les illustrations sonores, mais enfin, t'as quand même un paquet de boulot à faire là sur table avant que ça commence, même si ensuite ça va être retravaillé, mais tu aimes ce boulot et on te donne un statut de producteur pendant une période de 4 mois plus, donc c'est pareil, tu as les moyens, ça c'est important, dire le contrat, le pacte avec l'auteur, c'est-à-dire dire allez, tu viens dans la maison et tu bosses avec nous. Et Jacques avait voulu qu'on enregistre à blanc ces 20 épisodes, donc ça a été sur 3 jours, ou semaine par semaine, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça, je m'en souviens comme quelque chose, non pas douloureux, mais tu marches, tu es funambule, quoi. C'est-à-dire tu lis à blanc un texte, fragment par fragment, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et après, on n'a pas touché. Alors, j'assume, mais c'est une manière de travail que je n'étais pas en état de contester, mais vous verrez pourquoi je vous en parle là tout de suite. Puis ensuite, par contre, il y a le travail de studio et les 3 épisodes, les 3 feuilletons se sont faits. Il y a eu une équipe qui a changé, mais en particulier, principalement aux manettes, un gars qui s'appelait Jean-François Néolier, ces gens que j'ai découverts quand j'ai publié mes bouquins sur le rock, qui connaissent tout, qui sont des encyclopédies vivantes, qui sont passionnés à faire ça. Et là, par exemple, il y avait un pacte qui doit toujours exister, un accord entre France Culture et la BBC, qui fait que si les extraits faisaient moins de 45-50 secondes, mais c'est long, un extrait de 50 secondes, là, dans un feuilleton, il n'y avait pas de problème de droit. C'est-à-dire que tu t'immergeais dans le catalogue de la discothèque Radio France. Je me souviens, tous les matins, on y allait avec un caddie de supermarché. On allait farfouiller dans la grande discothèque énorme, des milliers de disques là, de Radio France, et on en ramenait des piles comme ça dans notre caddie, on les écoutait, on cherchait la petite truc, la petite version, la petite source, et ça a été pareil pour les 3 feuilletons. La journée commençait par aller avec notre caddie dans la discothèque, mais on avait accès par ordinateur à toutes les archives de la BBC, donc tu sélectionnais, c'est pour ça, c'est tout l'intérêt, c'est toute la richesse de ces 3 feuilletons. Et précisément parce que à l'époque, Internet était encore vide. On était là en 2000, 2002, je crois, pour la diffusion.
Donc voilà comment c'est venu l'histoire du feuilleton Rolling Stones. Ensuite, bon, ça a marché, ce truc, cette accroche, quoi, et dire, bon, ben, allez, Dylan venait de publier Chronique. Or, Chronique, c'est une fiction sur lui-même, mais on y va sur Dylan, on y va sur Led Zeppelin. Et là, ça s'est fait avec un autre réalisateur, Claude Guerre, qui plus tard a été directeur de la Maison de la Poésie. Vous savez, théâtre Molière, là, juste en face Beaubourg. Et Claude, par exemple, on a fait une fois avec Jacques Bonafé, on venait de finir le feuilleton. Et bien, on se dit, allez, on le donne sur la scène, là, Maison de la Poésie, avec Bonafé qui lisait mes traductions. Bon, on a déclaré que c'était les traductions les seules autorisées publiées chez Fayard. En fait, c'était les miennes. Mais bon, fallait tricher un petit peu, et puis moi qui faisais récitant, donc des expériences là où on était déjà au bord du live, et avec Claude Guerre c'était différent, c'est-à-dire qu'on préparait au contraire la matrice sonore de chaque épisode, et si vous écoutez un épisode là sur les podcasts de France Culture, des Stones d'un côté et de Led Zepp et Dylan de l'autre, vous verrez bien la différence, ce truc. On préparait une espèce de matrice sonore live. Et moi, là, je lisais mon texte comme une perf, avec, là, dans le casque, ce qui était déjà l'univers sonore. Et je me souviens, parce que j'étais là devant mon micro avec mon casque, moi, je ne m'entendais pas, j'entendais que ce monde musical derrière, et Claude qui venait se coller contre moi juste devant, là, qui m'attrapait les paroles, qui rythmait ce que j'étais en train de dire avec ses mains. Et ça, c'est des grandes expériences. Je crois que profondément, ça a changé mon rapport à l'énonciation, à la lecture. Il y avait toujours derrière la confiance de Laura Adler, là, qui était là pour éponger les auditeurs mécontents. Et ça, ce souvenir des enregistrements avec Claude Guerre, qu'est-ce qui changeait, par exemple? Toujours pareil, Jean-François Néolier, puis deux autres qui étaient très présents aussi. Par exemple, le choix des micros. On essayait 4 micros, 5 micros. Je me souviens du gars qui bossait avec Jean-François, qui dit « Regarde, j'ai trouvé ça à la discothèque. C'était en 72, quand ils étaient venus jouer là, à la maison de la radio. C'est celui-ci là, dont il s'était servi, Robert Plant. » Et toi, tu te retrouves à parler là, avec le micro. Voilà ce que j'avais à en dire, c'est ce souvenir qui fait que c'est peut-être là où c'est intéressant. C'est-à-dire que la tension, le travail collectif avec Claude Guerre, avec Néolier, avec Bernard Comment et Laura Adler, là, dans la logistique derrière, le besoin d'autorité qu'ils avaient pour dire dis donc, si tous les feuilletons c'était ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un feuilleton qu'on invente sur place, à mesure, jour après jour. Et ça, c'était pas non plus forcément admis. C'est dans ces trucs-là très plan-plan là, de la radio, ou même là, 30 ans après, tu trouves que c'est toujours les mêmes noms, au même poste, et puis bon, ça me regarde pas, c'est pas l'univers. Alors, après, donc, pour moi, il y a, évidemment, pourquoi tu fais ça? C'est des chantiers très concentrés par rapport à un livre. Le livre sur Led Zepp, il fait 400 pages. Le livre sur Dylan, il fait 280 pages. Le livre sur Rolling Stones, il faisait 600 pages dans la première version grand format. Et le livre poche, là, fait 990 pages. Donc, pour moi, c'était associé. Et je pense que cette lecture, maintenant, de notre travail comme transmédia, il est né un petit peu là. Alors qu'à l'époque, Internet, si, je prenais des photos de studio, je les mettais en ligne dans mon petit journal images, donc il y a plein de traces sur le blog de ces... ça commençait, tout ça. Mais il y avait quasi rien. Et tout d'un coup, pour moi, il y avait cette espèce de dissociation. C'est-à-dire que ton travail existe par le livre, mais il existe aussi avec cette version d'archives sonores où on était hyper fiers d'aller trouver ce petit truc, cette version. Moi, c'était quoi le travail d'aller chercher des bootlegs? C'est les petites boutiques que tu trouvais à Londres, à New York, ces petites boutiques qui avaient ces espèces de raretés, là, et puis ces petites raretés, moi je les avais apportées, là, donc c'est pareil, on triche un peu sur les droits, on donne les droits là, de la version officielle, mais toi ce que tu as passé à l'antenne, c'est tel truc là, tel enregistrement, machin, un truc bizarre, et puis
Bon, ça c'est des grands souvenirs. Alors que maintenant, ces archives sonores, disons, bon, trois coups ou par les forums spécialisés sur les Stones, par exemple, il y en a un où je continue d'être totalement accro. Bon, c'est les livres. Alors, est-ce que... bon, voilà, en gros, c'est ce que j'avais à dire. Comment sont nés ces trois feuilletons, donc 2002, 2004, 2006? Si, il y a une question. Après, par exemple, moi, je me voyais bien faire un Hendrix. En plus, j'ai plein de notes, j'ai toujours un bouquin en latence. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est... ouais, si, il y avait une question de fond. C'est-à-dire que sur Stones, Led Zepp et même Dylan, tu pouvais travailler, être original. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais tu avais accès à des sources brutes. Et ces sources brutes... tu refabriquais toi ce qui n'était pas une synthèse, ce qui était une exploration. C'est-à-dire dire, là, il y a ce que j'arrive pas à déterminer. J'arrive pas à le déterminer, mais cette source dit ça, cette source dit ça. Là, j'ai la trace que ça. Je peux aller retrouver les images ou ce lieu et tout ça. Et c'est pas déterminé, mais même si je prends ce qu'en dit Keith Richards, tel jour, ou tel jour 5 ans plus tard, ou tel jour 5 ans plus tard, de ce même personnage, eh bien, là, je commence à avoir une empreinte en creux, en relief. Et c'est ça qui m'a changé énormément sur cette question du Rolling Stones. Alors évidemment, dans les journaux, on ne te mettait pas dans le monde littéraire. On faisait un portrait dans les pages musique. Bon, oh là là, bon, il fait de la littérature aux éditions de minuit. Voilà qu'il s'amuse avec la culture populaire. Ben non, mon gars, moi, c'est pas ça. La question des symboliques. Street Fighting Man. Le rapport de cette chanson avec Mai 68, ou bien avec Jean-Luc Godard. Et puis que justement, une chanson peut devenir l'incarnation, comme ça, rétrospective d'un moment, d'une époque, alors que dans sa fabrication, quand Mick Jagger te dit, moi, quand j'ai travaillé ça, c'était le souvenir, là, enfant, quand tu voyais passer les défilés militaires. Et c'est où mes 68 là? Et puis Charlie Watts qui, chez un antiquaire, avait trouvé un petit bijou de la fin du 19e siècle, une petite batterie de percussion comme ça. Et puis Keith Richards qui avait enregistré des accords de guitare acoustique sur un petit magnéto-cassette, qui le repasse trash dans le studio, ils refont des prises directement sur le magnéto-cassette. Et t'as toute cette cuisine, et puis tout d'un coup, rétrospectivement, il se passe ça. Et toi, tu racontes la cuisine. Et tu as plaisir à raconter ça. Tu as plaisir à retrouver ce que Charlie Watts disait de sa petite batterie jouée, comme ça, là, posée par terre. Et eux trois assis, là, en tailleur, tout autour. Ou Godard, Keith Richards, qui dit, mais ce type, ce Français qui ressemblait à un petit employé de banque. Voilà pour lui ce qu'était Godard. Puisque Godard, il voulait les Beatles c'était trop cher, donc il se replie sur les Rolling Stones, dont il n'avait jamais entendu parler. Mais en mai 68, précisément, il est en train d'enregistrer, là, avec les Stones, quand le studio prend feu, puis que finalement c'est Wyman qui, au dernier moment, attrape quand même les bobines pour... tous ces petits détails, mais c'est ça pour moi. Et là, on est dans le travail de littéraire, tu comprends? Même si tu travailles toujours justement dans une non-réception. Alors peut-être qu'aujourd'hui, 20 ans après, France Culture, voilà, qui rediffuse encore une énième fois ces trucs-là, et tu dis, tiens, la réception de ça a changé. Alors, moi j'aurais dit, tiens, dis donc, maintenant qu'on a pris ce truc-là, qu'est-ce que ce serait chouette de faire un Hendrix? Et puis eux, c'était plus tout à fait ça, se dire, ils l'ont fait le Hendrix, mais ils ont pris quelqu'un d'autre. Bon, écoute, moi je pense que j'aurais fait quelque chose de très différent. Donc je disais sur Hendrix, le rapport aux sources est différent, parce que l'univers est beaucoup plus secret, beaucoup plus tenu. Mais bon, j'en ai 70 bouquins sur l'histoire de Hendrix. Par exemple, l'autobiographie de son frère, Léon. C'est formidable. Là, tout d'un coup, tu touches l'enfance de Hendrix. Avec toujours en se méfiant un petit peu, mais par recoupement, tu peux arriver. Simplement, les sources sont déjà des sources livresques. Ça changeait un petit peu pour moi l'exercice. Enfin, en tout cas, je crois tout le coup aussi que France Culture me dise pas, tiens, banco pour le feuilleton Hendrix.
Bon, peu importe, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Et juste sur quoi peut-être je voudrais finir, depuis cette rediffusion, moi j'écoute pas la radio, j'écoute les podcasts, par exemple, William Marx, des gens comme ça. Et je suis très heureux que ces outils-là maintenant soient disponibles. La question pour nous, l'enjeu, c'est de dire, si tu passes dans ton appli, si tu es dans la voiture ou à la salle de gym, tu vas faire appuyer Radio France, appuyer podcast, appuyer, tu vas chercher tout ton truc, mais est-ce que tu trouveras là, nous qui fabriquons là, des choses avec nos petits outils individuels, là, dans une petite véranda de montagne, avec poser ton réflecteur, poser ton petit micro-caméra devant toi, et puis tu parles, et il y a toujours cette attraction du dominant, et puis tous ces gens qui découvrent, et alors c'est génial, parce que tous les jours tu as des petits retours, ah j'ai écouté ton truc, ah j'ai écouté, ah qu'est-ce que c'est bien, etc. etc. Et toi tu es dans une ambivalence, c'est super, mais tu vois, ça c'était il y a 20 ans, et là maintenant moi je fais comment, je gagne ma vie comment, c'est pas la question économique, on se débrouille toujours, tu comprends. Mais se dire, qu'est-ce que j'aimerais encore, ces conditions de production, se dire, tiens, Bob Dylan, il a passé ses 80 ans, il donne encore plus de 200 concerts par an, comment il vit, avec qui il parle, avec qui il est ami, et comment lui-même, quand il choisit de fabriquer toute cette série Bootlegs là, de ces vieilles archives, où il a été le premier, là encore, il y aurait des choses à dire là, sur le Dylan d'aujourd'hui, tu comprends ? Et ça, là pour moi, je me sens en décalage. C'est-à-dire que ma vie, elle est ici, là, sur mon site, et génial de recevoir ces messages. Oh, dis donc mec, c'était super ce que tu faisais il y a 20 ans. Tu comprends, tu as toujours une petite ambivalence quand même. Faut pas m'en vouloir. Oh là, j'ai rien contre France Culture. Et puis c'est pas les picaillants quand c'est quelque chose qui a été rediffusé 10 fois sur 20 ans. Oh, je sais pas ce que ça va payer comme en équivalent caisse à supermarché Auchan Saint-Cyr-sur-Loire. Mais bon, c'est pas ça que j'attends. Les questions, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, comment nous, on est toujours à travailler dans le présent, et que ce qui est derrière toi, tu peux en avoir un souvenir, comme ça, hyper intense, hyper vif, et puis, paradoxalement, quand ça revient comme ça là, dans 20 ans d'écart, se dire qu'est-ce serait bien que le dialogue soit aussi là, directement dans le présent. Voilà, j'en ai assez parlé, c'est déjà hyper long, mais c'était des questions qui reviennent là, tous les jours. C'est venu d'où ? C'est venu comment ? Ces feuilletons. Oui, c'est des super souvenirs. Mais paradoxalement, quand tu as accès à une radio publique que ça fait au moins 10 ans que je ne suis pas intervenu, qu'ils ne m'invitent plus, etc., c'est pas la question. Eux, ils défendent leur case, le numérique, c'est autre chose. Se dire, une petite ambivalence quand même, c'est pas grave, c'est ça qui nous porte là, dans le quotidien, et qui fait qu'on utilise là, ces outils. Et merci d'être là.